Innombrables hommages après la disparition de Jean-Luc Lagardère qui s'est éteint hier à l'âge de 75 ans. Il aura créé un véritable empire de l'aéronautique aux médias, un capitaine d'industrie ouvert sur le monde, un homme de panache et de parole. Manifestation anti-guerre en France et dans le monde. Pour ce 4e rendez-vous en 2 mois, un léger essoufflement, mais des centaines de milliers de personnes qui veulent y croire encore, alors que se tiendra demain le sommet des Açores. Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères, est l'invité de ce journal. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre une mystérieuse épidémie de pneumonie qui s'étend désormais au-delà de l'Asie. Une menace à prendre au sérieux. Pour l'instant, on ignore s'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie. Et puis au Grand Palais, magnifique exposition Chagall, une rétrospective de 172 œuvres qui explique le parcours de ce peintre de génie. Madame, Monsieur, bonsoir. Jean-Luc Lagardère était une image de la France, un homme d'audace, visionnaire, profondément européen. Les hommages se succèdent après la disparition de ce capitaine d'industrie, entrepreneur infatigable pour Jacques Chirac. Jean-Luc Lagardère a construit l'un des plus grands groupes industriels français. Un parcours exemplaire pour ce jeune ingénieur qui a débuté chez Dassault. Évocation avec Nathalie Moisan. Ce jour-là, Jean-Luc Lagardère lance l'A380, le plus gros avion civil du monde. Toujours plus loin, plus haut, à l'image de son rêve de puissance. Sans fortune personnelle, en 40 ans, il bâtit un empire de la défense et des médias. Après des débuts modestes dans ce village du Gers, il était entré comme ingénieur chez l'avionneur Marcel Dassault. On a commencé ensemble à travailler au bureau d'études Dassault Aviation il y a 50 ans. On était côte à côte à dessiner. Moi, je dessinais la cellule, lui, le circuit électrique. Il était ingénieur à l'école d'électricité, moi super haut. Et on a coopéré comme ça pendant 3 ans. Et puis un beau jour, il est venu me dire qu'il avait été choisi par le président de Matra pour devenir directeur général. La défense, l'automobile, l'aéronautique, Monsieur Vroom Vroom, comme on l'appelle à ses débuts, avait emboîté le pas de Sylvain Floirat, pionnier de Matra et d'Europe 1. Avec Hachette, il devint un magnat de la presse. C'est à la télévision qu'il connut ses plus gros échecs. TF1 privatisé lui échappe et la 5 fait faillite. Mais les journalistes d'Europe 1 se souviennent aujourd'hui de ses enthousiasmes. Quand on savait qu'il allait venir dans la rédaction, il se produisait comme une électricité dans l'air parce que tout le monde se pressait pour venir le rencontrer parce que c'était un événement. Gaulliste à ses débuts, il tutoyait Jacques Chirac mais sut s'accommoder des alternances et cultiver tous les réseaux. Le marchand d'armes accompagnait les présidents dans leurs déplacements à l'étranger. Il était plutôt gaulliste de nature et de conviction, mais ensuite il a su composer évidemment avec tous les pouvoirs, qu'ils soient socialistes, chiraciens. Il a toujours su tirer parti dans le fond de ces réseaux. Avec lui, Matra gagne toutes les courses automobiles. Il fut aussi le patron du Matra Racing. Il aimait passionnément les chevaux, une fureur de vivre. Il est mort à 75 ans sans avoir eu le temps de vieillir. Les activités de l'Empire Lagardère vont de l'armement à l'édition, des Airbus aux missiles, en passant par les médias. En moins d'un demi-siècle, Jean-Luc Lagardère a bâti un géant de l'aéronautique et de la presse. Sa succession devrait se faire probablement sans heurts. C'est son fils unique Arnaud qui reprend les rênes. Martin Gouès, Frédéric Pasquet. Un homme, un nom, un groupe, Lagardère. D'une entreprise quasi familiale de fabrication de missiles Matra, il a fait un géant mondial. Le patronat aujourd'hui est confiant dans la succession. Jean-Luc Lagardère avait le souci de mettre en place l'équipe qui devait reprendre et continuer son action. Il l'a fait avec son fils Arnaud, qu'il a formé, qui est en situation maintenant de pouvoir porter la responsabilité. Les hommes politiques, eux, saluent le bâtisseur. Sans Jean-Luc Lagardère, ni notre industrie de la défense, ni notre activité de communication ne seraient ce qu'elles sont aujourd'hui. À l'origine de cet empire, l'armement, aujourd'hui l'aéronautique, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Activité civile avec Airbus ou activité militaire, EADS règne sur l'Europe. Un groupe construit à l'image d'un seul homme. La cote personnelle, les atouts personnels de Jean-Luc Lagardère jouaient énormément dans cette stratégie de contrôle. Demain, ça sera plus difficile. Car le principal intérêt pour l'héritier Arnaud Lagardère, ce sont les médias. Avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros, c'est la branche qui pèse le plus lourd dans le groupe. Premier éditeur français,
Incontournable dans la distribution depuis le rachat des magasins Virgin, c'est aussi le plus grand groupe de magazines au monde. Hier, troisième pilier du groupe, l'automobile, avec aujourd'hui seulement 782 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe se désengage, Jean-Luc Lagardère disparaît alors que va fermer l'usine Matra de Romorantin. La crise irakienne constitue bien sûr l'essentiel de l'actualité avec ces manifestations anti-guerre, d'abord en France, où des cortèges se sont formés dans les grandes villes comme à Marseille, Bordeaux, Lyon ou encore Paris, avec plus de 50 000 personnes. Pour cette 4e journée de mobilisation en moins de 2 mois, on sentait un parfum de gravité, la volonté d'y croire encore, en tout cas le besoin d'être là pour le principe, pour dire non à la guerre. Amaury Guibert. Et des voix qui se lèvent, peut-être pour la dernière fois, pour dire non à une guerre en Irak. À Lyon, 5000 personnes ont manifesté avec l'espoir malgré tout de repousser un conflit tant annoncé. Un jour gagné, pour la paix, c'est toujours un jour, ça permet au vent de sable de se lever, etc. Et ça recule l'échéance. Il faut toujours y croire. Jusqu'au dernier moment, on va y croire et on va lutter pour qu'effectivement cette guerre n'ait pas lieu. À Marseille, 5000 manifestants, un défilé comme un baroud d'honneur. On espère que c'est la dernière manif pour que ça n'explose pas. Mais à Nice, où 3000 personnes se sont rassemblées, et dans les autres villes, la mobilisation faiblit par rapport aux dernières manifestations. Ainsi, à Paris, ils étaient 60 000 environ. En tête du cortège, des leaders politiques en rang serré. Derrière, c'est Rimbaud le français contre Rambo l'américain, avec le président Bush comme cible favorite. Ça prouve qu'il n'a pas l'opinion avec lui, et ça il a perdu, de toute façon. Voilà, et nous, il y a notre axe. Eh bien, il ne faut jamais perdre espoir. C'est tellement formidable de voir tout le monde entier qui se soulève comme ça contre la guerre. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est ça qui m'exalte. Dans la capitale, des pacifistes américains sont d'ailleurs venus dire « Merci la France » pour son opposition à la politique des États-Unis. Un remerciement presque résigné, alors que la guerre semble plus proche que la paix. Ailleurs dans le monde, même s'il y a un certain essoufflement, des dizaines de milliers de personnes partisans de la paix se sont rassemblées. On retiendra la mobilisation en Espagne où l'opinion publique décidément ne suit pas son gouvernement. Cortège également à Milan ou à Bangkok encore. Le point d'Éric de la Mornay. Venus de toute l'Italie, acheminés par 2000 autocars et 34 trains spéciaux, jusqu'à 700 000 personnes se sont rassemblées à Milan pour dire non. Non à la guerre, mais aussi non à Silvio Berlusconi. Aligné sur les États-Unis, le chef du gouvernement doit faire face à la désapprobation de la rue, ainsi qu'à celle du président italien Carlo Ciampi et du pape Jean-Paul II. Sous les fenêtres, d'autres gouvernements engagés vers la guerre. Manifestations en Espagne avec notamment une marche vers une base aérienne utilisée par les États-Unis. Manifestations à Londres, menées par des musulmans de Grande-Bretagne. Quelques milliers de personnes ont protesté devant les ambassades de pays arabes ou musulmans, accusés de faciliter le travail des Américains. Aux États-Unis, justement, plusieurs rassemblements pour la paix ont eu lieu à Los Angeles, San Francisco et jusque dans la capitale Washington. Je pense que c'est une guerre injuste. Ce gouvernement n'a aucune légitimité pour nous conduire à la guerre. Je crois que c'est une guerre pour le pétrole, pour enrichir les copains de Bush et masquer la dégringolade de notre économie. Levés plus tôt, ce furent les pacifistes d'Asie, les premiers dans la rue. Grand rassemblement à Tokyo et Okinawa, où est basé le gros des forces américaines au Japon. Dans toutes les langues et les alphabets, le même refus à l'image de ce défilé à Bangkok. En bengali, en arabe, les banderoles communient avec le peuple irakien et avec encore plus de ferveur, comme ici au Bangladesh ou au Yémen, quand l'élan de la foi s'en mêle. Au Koweït, les troupes américaines et britanniques sont fin prêtes. La situation d'attente commence à jouer sur leur morale. L'exaspération est palpable, comme le montre ce reportage dans une base de chasseurs britanniques. Reportage Claude Sampère, Patrick Desmullet. Ils partent tous les jours en mission dans le sud de l'Irak. Ces pilotes britanniques, à bord de leur chasseur Tornado GR4, effectuent à chaque fois des vols de surveillance. Et s'ils détectent un site d'armement irakien, ils le détruisent en le bombardant. Nous sommes ici sur une base installée en plein désert au Koweït. L'armée nous interdit d'en révéler l'emplacement exact. Toutes les missions actuelles servent à préparer une éventuelle offensive.
Les pilotes repèrent les cibles potentielles et les vols ne sont pas forcément de tout repos. Ça peut être dangereux. Les Irakiens ont dit à plusieurs reprises qu'ils aimeraient bien toucher un avion des forces de la coalition. Parfois, nos pilotes essuient des tirs de batteries anti-aériennes et il y a même eu, contre nous, quelques tirs de missiles. 1400 personnes dans la base, une vingtaine d'appareils. Ici, officiellement, on est prêt. Et on n'a pas d'état d'armes. On est loin des débats à l'ONU ou des manifestations pacifistes qui se déroulent dans les capitales du monde entier. On suit les nouvelles à la radio et les gens ici savent ce qui se passe dans le monde. Mais ces manifestations contre la guerre ne reflètent pas forcément une opinion majoritaire et ceux qui y participent n'ont pas forcément les mêmes informations que les chefs de gouvernement. Dans la base, tous les appareils se trouvent sous des petits abris en tôle. Les hangars plus anciens en béton armé occupés par les Irakiens lors de la dernière guerre ont tous été perforés par les bombes américaines. Les Américains, justement, on les aperçoit juste à côté. Au Koweït, tout semble prêt pour la guerre. Mais pour le moment, dans la base, beaucoup passent leur temps à bronzer, à attendre, et parfois, depuis des mois. Moi, j'aimerais bien que quelque chose se passe, qu'on retourne chez nous ou qu'on fasse notre boulot. Mais pour le moment, on attend, on tue le temps. Les pilotes de cette base, comme les milliers de soldats qui se trouvent un peu plus au nord dans le désert, attendent maintenant avec une certaine impatience la suite des événements. Comme nous disait l'un d'entre eux ce matin, on commence à en avoir ras-le-bol. Soit on rentre à la maison, soit on va au nord, mais il faut maintenant que la décision soit prise vite. Dans le Golfe, une tempête de sable provoque certains désagréments pour les troupes au sol, bien sûr, mais aussi sur le porte-avions Kitty Hawk, où les appareils ont été mis à l'abri autant que faire se peut pour éviter toute infiltration insidieuse. Malgré l'appel des États-Unis qui réclament d'urgence l'ouverture de l'espace aérien, la Turquie semble prendre son temps. Le Premier ministre nouvellement nommé attend des garanties et déposera sans calendrier précis au Parlement une motion qui sera ou non acceptée. Pour la Maison-Blanche qui espérait déployer plus de 60 000 hommes à travers le pays, c'est l'incertitude, avivée par un climat résolument anti-américain et une opinion publique hostile à la guerre, comme le montre ce reportage de Patrick Fandiot et Jean-François Meunier. Paris, la paix en turc. La paix, pas la guerre. Voilà ce que réclament les enfants d'Iskenderun cet après-midi. Leurs parents sont près de 5000 à protester contre le débarquement du matériel de guerre américain dans le port, à quelques mètres de là. Un débarquement illégal, disent-ils, qui n'a même pas reçu l'autorisation du Parlement. Ce matin, les députés turcs étaient à nouveau convoqués en session spéciale. Le Parlement devait discuter en urgence d'une loi sur le chômage. Aucun vote n'a eu lieu sur le déploiement américain. Et il n'y en aura pas avant le week-end prochain. C'est du moins l'avis du président de la Commission des Affaires étrangères. Pour lui, le calendrier de guerre américain est incompatible avec celui des Turcs. Il y a des délais qui sont prévus par la Constitution, donc il faut que nous les respections, bien que cela ne convienne pas tellement à nos amis américains, parce qu'ils sont toujours pressés, ils sont en train de nous donner toujours des délais, mais enfin on ne peut pas les respecter parce que nous respectons notre Constitution. Le nouveau Premier ministre prend son temps. Ce matin, il s'installe. Mardi prochain, il présentera son programme. Après, mystère. Il s'est bien gardé de dire quand il demandera un nouveau vote au Parlement. Les députés ont été choqués par les images du déploiement de l'armée américaine ces derniers jours. Les Américains sont en train de construire 9 bases logistiques en Turquie. Nous n'avons pas autorisé le gouvernement de faire cela. Nous n'avons pas autorisé le gouvernement de permettre aux Américains de construire de nouvelles bases. Après avoir fait pression sur le gouvernement turc, les États-Unis menacent maintenant de se passer de la Turquie, de la contourner pour pouvoir attaquer l'Irak, de la mettre hors jeu pour la presse Saddam. Mais jusqu'ici, ni les menaces ni les pressions ne semblent ébranler les autorités turques. À Bagdad maintenant, très forte mobilisation des Irakiens qui n'avaient d'ailleurs pas d'autre choix que de défiler. Des cortèges encadrés par le parti au pouvoir et dans la foule, des portraits de Saddam Hussein. L'Irak qui invite aujourd'hui les chefs des inspecteurs à revenir à Bagdad le plus rapidement possible et qui vient de donner à l'ONU une nouvelle liste de 183 scientifiques. Voilà pour l'essentiel de cette journée. Un pays qui continue, malgré les menaces militaires de plus en plus pressantes, de vivre au jour le jour. Et contrairement à toutes les places financières, la bourse de Bagdad est à la hausse. Les affaires sont florissantes. Une situation de contraste assez saisissante. Reportage de nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Jean-François Meunier.
Faute d'affichage électronique, la paire de jumelles est ici une nécessité. Alors que le monde entier spécule sur l'imminence d'une guerre, ces investisseurs irakiens passent tranquillement leurs ordres. Celui-ci veut acheter 50 actions palestines. Il s'agit d'un des grands hôtels de Bagdad. De l'autre côté de la grille, les courtiers rédigent les cotations à la main, pas d'ordinateur à la bourse de Bagdad. Une centaine de sociétés y sont cotées et aussi fou que cela puisse paraître, la menace d'invasion américaine a plutôt dopé cette mini-bourse, 25 à 30% de hausse en moins d'un an, selon des statistiques officielles. Même avec ces menaces, la vie continue, la société fonctionne et tout le monde travaille comme d'habitude. Ça, c'est ce que l'on dit devant les caméras. En fait, ces investisseurs pensent surtout que si le régime tombe, il y aura forcément une levée de l'embargo et une embellie de l'économie. Évidemment, le directeur de la bourse prétend devant nous tout le contraire. Il nous explique que les cours montent parce que la population est persuadée que Saddam Hussein l'emportera. La population semble pourtant surtout prise d'une sorte de frénésie d'achat. Vélos, électroménagers, voitures, les civils investissent pour se débarrasser au plus vite de leurs dinars irakiens. Mais évidemment, devant nous, cet homme préfère expliquer qu'en fait, il fait ses courses comme d'habitude. Paradoxe incroyable, l'Irak est en ce moment l'un des rares pays au monde où la consommation est largement en hausse, la population civile se débarrassant d'une monnaie qui pourrait, dans quelques jours, ne plus valoir grand-chose. La dernière carte de la diplomatie avec le sommet demain des Açores. Dans un instant, nous écouterons Dominique de Villepin, qui est notre invité. Cette réunion des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne sera l'ultime étape. Certains y voient un conseil de guerre, mais la Maison-Blanche réfute cette analyse et préfère parler de consensus pour contraindre Saddam Hussein à désarmer. Bernard Lebrun. Perdus au milieu de l'Atlantique, les Açores offrent deux avantages. Ils sont à mi-chemin de l'Europe et des États-Unis, et les manifestants anti-guerre ne risquent pas d'y être trop nombreux. Bien que le cadre soit bucolique, l'île portugaise abrite depuis 50 ans une base militaire américaine. Et c'est dans ce bâtiment qui domine les pistes que George Bush, Tony Blair et José María Aznar se rencontreront dès demain. Pour y faire quoi ? Selon Condoleezza Rice, il ne s'agit pas d'y déclencher les opérations militaires, mais bel et bien de trouver une manière de conclure le processus diplomatique. Le sommet marquant, selon Washington, la dernière étape. Dans son discours hebdomadaire à la radio ce matin, le président Bush a souligné que les prochains jours seraient cruciaux. Rappelant il y a 15 ans, jour pour jour, le gazage des Kurdes d'Irak à Halabja, George Bush a ajouté, je cite, « Il y a peu de raisons de penser que Saddam Hussein va désarmer ». Assurément, le calendrier est entre les mains de ces deux hommes, le président des États-Unis et le secrétaire général des Nations Unies. Du bureau ovale, le premier ne lancera pas ses troupes avant une dernière adresse à la nation. Officieusement à Washington, certaines sources indiquent qu'elle pourrait avoir lieu mardi. Quant au second, il est le seul à pouvoir donner l'ordre aux inspecteurs de quitter l'Irak. Aux Açores, chacun espère un ultime compromis qui pourrait relancer les négociations qui, pour l'instant à l'ONU, sont au point mort. Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Demain donc, aux Açores se retrouveront Tony Blair, José María Aznar et George Bush. La France n'y sera pas. D'ailleurs, aucun pays partisan du non à la guerre. Est-ce que la France, Paris, compte occuper le terrain, envoyer des contre-feux et en tout cas faire une proposition concrète ? Nous restons en initiative et nous venons d'adopter ce soir une déclaration tripartite des trois ministres, russes, allemands et français, pour soutenir une nouvelle réunion du Conseil de sécurité, une réunion d'urgence à l'échelon ministériel, pour examiner le rapport que doit faire en début de semaine M. Blix. Il doit fixer les tâches clés du désarmement de l'Irak, c'est-à-dire donner un calendrier très précis à la communauté internationale. Nous pensons qu'il faut que ce calendrier et ces propositions soient examinés à l'échelon ministériel et que tous ensemble, nous définissions le délai raisonnable qui nous permettrait évidemment, le le désarmement. temps presse. On va y revenir en détail, mais d'abord, je voudrais savoir, est-ce que Jacques Chirac a eu George Bush au téléphone ?
téléphone aujourd'hui, il y a quelques heures, ou compte l'avoir au téléphone dans la soirée? Il ne l'a pas eu au cours des derniers jours, mais ils sont en contact régulier, comme je le suis avec Colin Powell et avec tous, évidemment, les ministres qui s'attellent à ce dossier. Alors je voudrais qu'on revienne sur la déclaration de George Bush en radio. Aujourd'hui, il disait, alors je vais vous citer ses paroles, « Des journées cruciales attendent les pays libres du monde et appellent les gouvernements à montrer leurs engagements en faveur de la paix et de la sécurité, voir s'il ne s'agit que de paroles. » Quelle est la réponse de la France à travers votre voix? C'est de souligner le paradoxe. D'un côté, il y a cette marche vers la guerre, ces préparatifs qui tous les jours sont plus forts, et de l'autre, il y a la réalité de la concertation internationale, il y a le soutien d'une majorité très large au Conseil de sécurité et d'une très large majorité de la communauté internationale, nous l'avons vu tout à l'heure à travers vos images, qui dit qu'il est possible d'avancer vers un désarmement pacifique de l'Irak. Vous êtes, vous l'avez dit, pour des solutions réalistes. Le Chili a proposé une résolution d'un délai de 3 semaines qui a été immédiatement rejetée par Washington. Est-ce que c'est encore sérieux d'y croire? Mais bien sûr, pour une raison simple, c'est que les inspecteurs nous disent que ce désarmement progresse, qu'il y a une coopération active de l'Irak, que l'on peut faire autrement que la guerre. Mais est-ce que vous croyez, pardonnez-moi, est-ce que vous croyez vraiment que Saddam Hussein est prêt à une coopération absolue, totale, spectaculaire, comme on lui demande? C'est ce que nous disent jour après jour les inspecteurs. Ils soulignent les progrès, ils soulignent la coopération qui s'est engagée. Pourquoi faire la guerre alors que l'on peut obtenir le même résultat par le biais d'un désarmement pacifique avec les inspecteurs sur place? C'est cette logique de paix qui est aujourd'hui évidemment à l'épreuve face à cette détermination américaine. Gerhard Schröder, qui est donc votre partenaire et allié dans ces propositions, exprimait ses doutes en disant « mais enfin, on ne va pas arriver à éviter le conflit ». Votre sentiment? Parce qu'on est à l'heure de vérité, là. Notre sentiment, c'est qu'évidemment, il y a une très grande détermination américaine. On peut difficilement imaginer ce qui pourrait arrêter cette machine. Nous pensons que l'unité de la communauté internationale, l'unité de la conscience internationale, et nous pensons surtout que des réunions, une concertation, les 3 vont se réunir aux Açores. Nous proposons que les 15 se réunissent en début de semaine. Le président de la République avait proposé que les 15 chefs d'État du Conseil de sécurité se réunissent ensemble pour faire des propositions concrètes. C'est resté lettre morte. Oui, mais je pense qu'à l'heure de vérité, quand on voit ce qui se prépare aujourd'hui à Bagdad, quand on voit les conséquences et l'incertitude dans laquelle risque d'entrer le monde avec l'épreuve de la guerre, je crois qu'une dernière réflexion serait bienvenue. Quelques questions très concrètes. D'abord, beaucoup de rumeurs circulent quant aux dates d'un calendrier d'entrée dans la guerre des Américains. George Bush a toujours dit qu'il préviendrait ses alliés. Est-ce que vous considérez que dans les jours à venir, le monde ne verra pas une attaque ou en tout cas le début d'un conflit? Nous pensons que la détermination américaine aujourd'hui et la préparation militaire militent au contraire dans le sens d'une guerre. Et c'est bien pour ça que cette mobilisation du Conseil de sécurité est si importante. Demain, après-demain? Je crois qu'ils ont parlé d'un délai qui était celui du 17 mars, c'est ce qui avait été dit. Il avait été question de donner quelques jours de plus, mais je crois que pour les Américains, ça se compte en jours. Alors Dominique de Villepin, vous parlez, ça c'est une question peut-être plus personnelle, avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup de foi, beaucoup d'emphase. Qu'est-ce que vous faites quand les moments de découragement viennent? Écoutez, les moments de découragement ne viennent pas, tout simplement parce que quand on a la chance de défendre la diplomatie française, de défendre la France et la vision de la France au service de la vision du président de la République, eh bien on n'a pas le droit d'être découragé. Est-ce que la France est prête à un compromis? La France est prête à un compromis sur un calendrier très resserré. Mais pas sur le recours à la force, à l'ultimatum. Mais pas sur le recours, pas sur l'ultimatum, pas sur un recours automatique à la force, un recours automatique de la force, parce que nous pensons que le principe de responsabilité est intangible dans la communauté internationale. Merci Dominique de Villepin d'avoir répondu à nos questions. À Belgrade, l'hommage de dizaines de milliers de personnes venues se recueillir devant la dépouille du Premier ministre serbe assassiné en milieu de semaine. Un office religieux a été célébré, les plus hauts dignitaires de l'Église orthodoxe étaient présents. Une quarantaine de délégations de différents pays dans la capitale serbe pour ces funérailles en grande pompe qui étaient placées sous très haute sécurité du jamais vu depuis le décès du maréchal Tito. Une unité de la garde militaire a tiré des salles d'honneur et le drapeau national dont était recouvert le cercueil a été remis à l'épouse du Premier ministre assassiné. La Chine a un nouveau président. Il a été élu ce matin à la quasi-unanimité des députés. Hu Jintao a 60 ans. Il remplace donc Jiang Zemin qui tenait les rênes du pouvoir depuis 10 ans. Candidat unique, il a été élu pour 5 ans. Il est le 9e chef de l'État depuis la fondation de la Chine communiste en 1949. La Nouvelle-Calédonie pense ses plaies après le passage du cyclone meurtrier. Peu à peu, la vie reprend son cours, mais il faudra du temps pour réparer l'ensemble des dégâts provoqués par ce cyclone tropical. Paul de Genève. Récupérer ce qui peut encore servir. 24 heures après le passage du cyclone Erika, ces habitants de la Nouvelle-Calédonie découvrent l'ampleur des dégâts. Leur maison est totalement détruite.
Sur l'île, plus de 3500 personnes sont sinistrées. Des centaines de familles ont tout perdu. Nous avions pendant le passage du cyclone 3 centres d'hébergement qui étaient réalisés dans des salles omnisports. Nous avons regroupé l'intégralité des familles dans un seul centre afin de rendre plus efficaces les secours rendus aux familles. Et à partir de demain dimanche, la réaffectation dans des logements sociaux d'urgence est organisée pour pouvoir réaffecter ces familles. 2 hommes ont été tués. L'un est tombé d'un toit sur un chantier à Nouméa. L'autre a succombé à un arrêt cardiaque alors que sa voiture était emportée par un torrent en crue. La Nouvelle-Calédonie ne s'attendait pas à une telle violence, les vents dépassant les 200 km/h. Selon les prévisions météo, l'œil du cyclone ne devait pas passer si près de l'île. Ce soir, une partie des habitants de Nouméa est toujours privée d'électricité. Une unité de la sécurité civile doit arriver de métropole dans les heures qui viennent et une aide d'urgence de 300 000 € a été débloquée. À Toulouse, plusieurs milliers de personnes protestaient contre le projet d'un 2e aéroport, un cortège où se sont retrouvés côte à côte les élus locaux et la population dans une ambiance plutôt festive. Isabelle de Lyon, David Bress. Les avions, non, la forêt, oui, oui, oui. Bien décidés à faire du bruit, chacun hisse les couleurs de son village. Tous ces manifestants ont choisi d'habiter la campagne. Les voici menacés par le projet de construction d'un nouvel aéroport toulousain. Pas d'aéroport à la campagne, nous avons choisi un cadre de vie calme. On a les vignobles, on a la forêt, c'est dommage alors. C'est un scandale. Très présents, tous les habitants du nord-est toulousain et les viticulteurs de Fronton. Leurs terres sont les premières visées. Là aussi c'est une zone protégée et nous sommes venus le dire haut et fort. En même temps, nous défendons le vignoble des Toulousains. Nous n'en sommes qu'au stade des études préliminaires qui tablent sur une augmentation du trafic aérien. Pas certaines, disent les élus. Il y a des solutions alternatives, il y a le TGV, il y a d'autres hypothèses, il faut les étudier et les étudier jusqu'au bout. Interrogé hier par la Dépêche du Midi, le ministre des Transports invitait les élus à se mobiliser pour préciser leurs priorités. Réponse aujourd'hui avec plusieurs milliers de personnes dans la rue. L'ouverture du fret ferroviaire à la concurrence provoque la colère des cheminots en France et dans différents pays européens. Les syndicats redoutent l'arrivée d'opérateurs étrangers. Il est vrai qu'à la SNCF, c'est une petite révolution après un demi-siècle de monopole. Vincent Fourcade, Philippe Quérou. À la frontière allemande, pas d'autre choix pour le cheminot français que de laisser sa place à son collègue allemand. Changement d'homme et de machine, la locomotive est également devenue allemande. C'est la règle, chaque opérateur règne en maître sur ses rails. Le mécano français n'a pas droit à rouler en Allemagne. Mais aujourd'hui, tout change. Après l'aérien, l'énergie, les télécoms, le fret ferroviaire international s'ouvre à la concurrence. Chaque compagnie a maintenant le droit de circuler sur les voies de France et d'Europe, comme par exemple la Deutsche Bahn, le géant allemand du rail. La libéralisation, une bonne occasion pour le numéro 1 européen de prendre des parts de marché aux autres compagnies. Nous avons l'habitude de dire « la concurrence fait vivre le commerce ». Elle constitue un défi. On doit l'aborder avec agressivité pour conquérir le marché. Tout cela est très sain. Et pour la SNCF, la menace est réelle, car son fret se porte mal. Tarifs élevés, trains en retard, des entreprises françaises lorgnent déjà sur les offres de la concurrence. Nous avons bien sûr déjà consulté le marché et pour des flux importants à fort tonnage, on estime que le gain peut être de l'ordre de 20%. L'ouverture du rail, les cheminots, eux, n'en veulent pas. Comme le fret est peu rentable, ils craignent que les opérateurs privés ne cherchent à faire des économies à n'importe quel prix. On redoute le fait que le privé ne mettra pas l'argent nécessaire pour avoir une sécurité maximum. Et après, on le payera en termes de vie humaine, et ça, on ne le veut pas. Et les cheminots ne sont pas au bout de leur peine, car après le fret, c'est le transport de passagers qui pourrait à son tour être libéralisé d'ici à 5 ans. Manifestation des motards dans plusieurs villes de France, à Lyon, à Nice, à Nancy, à Bordeaux, encore à Dijon, où ils ont défilé dans les rues pour protester contre l'incohérence, disent-ils, de la politique de sécurité routière. Toujours aucun vrai moyen et que des effets d'annonce. Jacques Chirac fait un bond dans les sondages, plus 10 points au mois de mars avec 67% d'opinion favorable. Le chef de l'État est plébiscité par les Français sur ses positions dans la crise irakienne. Pour le Premier ministre, c'est une chute de 2 points avec 52% d'opinion positive contre 54 en février. Sondage IFOP apparaît demain dans le journal du dimanche.
Depuis ce matin se tient le Conseil national du Parti socialiste. 5 motions concurrentes ont été enregistrées. Ce sont les militants qui devront choisir le courant qui les représentera le mieux au congrès de mai prochain. Alexandre Cara, Arnaud Wurst. Il fallait bien la menace d'une guerre pour retrouver ces deux-là côte à côte. Jean-Pierre Chevènement, fidèle à lui-même, François Hollande à la recherche d'une envergure nationale, bien décidé à jouer les premiers rôles parmi les voix qui s'élèvent pour dénoncer la guerre. D'autant qu'au sein du PS, les combats ont déjà commencé, feu à volonté, sur l'actuelle direction. La motion de François Hollande, telle qu'elle a été construite, en essayant d'agréger des personnalités, indépendamment du débat de fond, est à l'évidence une motion grand écart ou une motion fourre-tout. Nous avons vécu le 21 avril un grand ouragan. La direction du Parti socialiste a ressenti une petite averse. Du côté des amis, on n'est guère plus tendre. Quand Martine Aubry apporte son soutien à François Hollande, c'est d'abord pour rappeler que sans elle, la bataille n'était pas gagnée. Nous avions proposé à François de travailler pour enrichir le texte que nous trouvions, de la contribution de François Hollande, que nous trouvions insuffisamment marqué, avec insuffisamment d'arêtes et finalement manquant de force et ainsi de crédibilité. À l'approche du Congrès, en mai prochain, 5 motions s'affrontent pour obtenir le suffrage des militants. Principal danger pour l'actuelle majorité, une alliance des opposants. Moi je vous parle d'orientation politique et vous voulez que je vous parle de cuisine. C'est pas l'heure de la cuisine. Pour l'instant, c'est l'heure du débat et des votes. Reste à François Hollande à démontrer non seulement sa capacité de maîtriser les ambitions personnelles de ses amis, mais surtout d'apparaître comme un réformateur crédible du Parti socialiste. Une page médecine avec cette information inquiétante de l'Organisation mondiale de la santé. Une mystérieuse épidémie de pneumonie partie d'Asie est une menace sanitaire pour tous les continents. Pour l'instant, on ignore s'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie. Sophie Mézel. 2 personnes d'une même famille viennent de mourir à Toronto d'une forme atypique de pneumonie. Ce sont les 7e et 8e victimes en 2 mois d'une maladie jusque-là inconnue et apparemment très contagieuse. C'est une infection respiratoire qui se transmet par des sécrétions et des gouttelettes en suspension dans l'air. Si les gens les respirent, ils peuvent être malades et s'ils attrapent une forme sévère, ils peuvent en mourir. L'Organisation mondiale de la santé prend aujourd'hui ce début d'épidémie très au sérieux et lance une alerte sur Internet pour que toute personne susceptible d'être porteuse de la maladie évite de voyager. À Francfort, un médecin présentant les symptômes, température élevée et difficultés respiratoires, a été placé en quarantaine à l'hôpital dès son arrivée à l'aéroport. Il provenait de Singapour. C'est d'ailleurs en Asie que l'on situe les premières traces de la maladie. Un homme d'affaires américain, après s'être rendu à Shanghai, a été hospitalisé à Hanoï avant de repartir pour Hong Kong où il est décédé. Il y aurait contaminé une 50aine de personnes, mais fait curieux et incompréhensible, elles figurent toutes parmi le personnel médical. Dans l'hôpital de Hong Kong, les masques de protection semblent aujourd'hui bien dérisoires. En France, les bonnes nouvelles nous viennent de la météo. Un soleil indestructible dans le ciel de France, à l'exception du sud-est. Un anticyclone qui, pour notre plus grand bonheur, fera du surplace toute cette semaine. Et Biarritz avait aujourd'hui des allures estivales. Les autorités avaient autorisé la réouverture de quelques plages, malgré l'interdiction provoquée par la marée noire. Caroline Pham, Philippe Dumail. À Biarritz, il ne manquait finalement que la plage pour savourer pleinement cet avant-goût de printemps. Sous le soleil, les plus impatients ne se sont pas fait prier. La bonne surprise ce matin pour eux, la levée de l'interdiction. Tout le monde espérait que ça puisse être à nouveau le Biarritz qu'on a connu. Et c'est vrai que là, on voit rien, absolument rien. On ne voit pas une trace de pétrole, on voit rien. Non, c'est impeccable. Des scènes qui font oublier la pollution. Pas d'inquiétude, certains n'ont même pas inspecté le sable avant de s'installer. On ne peut pas s'arrêter de vivre à cause d'un pétrolier qui a coulé il y a quelques jours. Une insouciance qui tranche avec le principe de précaution que certains privilégient sur le littoral. Toutes les plages de la côte ne sont pas réouvertes, mais le maire de Biarritz, lui, estime qu'il peut lever les barrières contre l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques. La responsabilité de la fermeture des plages relève de l'autorité municipale. J'assume ma responsabilité en fonction des informations qui sont les miennes sur la qualité de l'eau et sur la qualité de la plage et sa propreté. Si des boulettes de fioul réapparaissent, les plages seront évidemment à nouveau fermées au public. Mais le maire est confiant. Il envisage même de lever prochainement l'interdiction de baignade. La Piedemonta se déroule ce week-end en Savoie. 4 jours de compétition de ski d'alpinisme réputée pour ses difficultés et les concurrents ne diront pas le contraire. Julien Beaumont, Hugues Bouchard.
Vu sous cet angle, ça ressemble presque à une partie de plaisir. C'est en tout cas ce que laissent imaginer les meilleurs coureurs. Super, c'est sympa. On est entre potes, on fait une belle rando, on s'éclate. Pour les 350 concurrents, la Pierramenta, c'est surtout 4 jours de souffrance. Pas question d'emprunter les remontées mécaniques, tout se fait à ski. Minimum 5 km par jour avec des passages dans des zones très pentues. Et pour corser le tout, l'épreuve est chronométrée. Ce matin, 3000 spectateurs attendaient les coureurs, un public de connaisseurs. Nous, on pratique et on n'est pas dans les mêmes catégories, vous voyez. Hein. Ils ont pratiquement le temps de la faire 3 ou 4 fois quand nous on l'a fait une fois, la balade. Hein. Alors ça nous laisse toujours rêveurs. Hein. Autant d'encouragement à 2500 mètres d'altitude, certains participants ne s'y attendaient pas. Ah ouais, c'est énorme. On se surpasse. Manque de poids, je me suis surpassé, mais pas mon collègue, hein, on s'attend. Après avoir tant monté, il faut bien descendre et ce n'est pas forcément le moment le plus facile. Les premiers en profitent pour souffler, les autres essayent juste de rester debout. Les professionnels mettent 2h30, les amateurs 2 fois plus. Mais en échange, eux au moins, profitent du paysage. Alors, encore dernier? Putain, ça n'arrête pas. Hein. Mais bon, on a le moral toujours. Allez, encore 100 mètres. C'est cool. En football, c'est la fin de la belle histoire pour le club de Schiltigheim. Le petit pousset de la Coupe de France a été éliminé cet après-midi 2-1 par Rennes. À Birmingham, au championnat du monde d'athlétisme en salle, le Français Driss Mazouzi a remporté la médaille d'or lors du 1500 mètres et une deuxième médaille française avec l'argent remportée par Muriel Ortiz pour le 200 mètres. Superbe exposition au Grand Palais, la première grande rétrospective consacrée à Chagall, 172 œuvres où l'histoire d'un parcours exceptionnel pour ce peintre magistral qui échappe au courant en créant le sien. Gérard Dalmaz, Patrice Brugère. La seule école, c'est là, disait Marc Chagall en se frappant le cœur. Paris, début du XXe siècle, Chagall se frotte à toutes les écoles, cubistes, fauves. Les surréalistes en font l'un des leurs. Lui, il n'appartient qu'à une seule tendance, la sienne. Il dit non au gang de l'abstraction avant. Chagall a donc créé la palette de sa planète en apesanteur, sur fond de souvenirs de sa vieille Russie, avec pour ciel mystique sa culture juive assidique. L'apparition, le peintre visité par l'inspiration. Chagall est aux anges. Bella, l'une des 2 petites filles, souligne la magie de grand-papa. Même s'il n'a travaillé qu'avec 3 couleurs, le blanc, le noir et le bleu, on arrive à un monde de couleurs, un climat tout à fait magnifique, aérien. Totale explosion lyrique, disait André Breton. Le plus grand coloriste, ajoutait Malraux. Enthousiaste et tourmenté, il craignait de ne pas être aimé alors que ses tableaux sont faits d'amour, de poésie, d'énergie, de joie de vivre. Exemple, le Nu Mauve, 1967. Dire que Chagall avait 80 ans quand il a fait cette peinture, il prouve qu'il ne manque pas d'énergie, qu'il ne manque pas de foi en la peinture. Les fables de La Fontaine lui inspirent un regard malicieux, les animaux l'émeuvent depuis que tout gamin, il a pénétré dans un abattoir. Abattoir des hommes, tragédie des Juifs, la guerre, l'autre cauchemar de Chagall. Le diable, déguisé en bouc, observe les souffrances d'un œil humain. L'admirable légèreté d'un être qui a su conserver le plaisir du rébut de ses rêves. Chagall, l'homme qui rêve avec ses pinceaux. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant à météo, Nathalie Riouet, 20h55, la chanson numéro 1, spéciale France Gall et Michel Berger. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.